Bonjour à tous. Donc en fait, je vais vous présenter le projet partenarial qu'on anime conjointement donc avec la préfecture du Val-de-Marne. Donc à la différence du SIAG, nous on n'a pas souhaité rentrer directement par l'exercice pour faire le lien avec les PCS, mais on a plutôt souhaité préparer en fait les acteurs en amont pour qu'ils soient prêts un jour à participer à un exercice. Donc je vais revenir un peu sur l'historique, sur d'où viennent en fait ces ateliers PCS qu'on anime. Donc le département du Val-de-Marne a lancé en 2007 une vaste concertation pour définir une politique de l'eau partagée entre les différents acteurs du territoire. Donc c'est ce qu'on appelle le plan bleu. Donc cette vaste concertation, elle a abouti à l'approbation d'une charte de 10 objectifs et à l'élaboration en fait d'un plan d'action. Donc ça c'était en 2009. Et donc du coup, il y avait dans ce plan d'action quelques actions qui étaient relatives à la question de la prévention du risque d'inondation. Et notamment, on avait identifié au niveau du conseil départemental la nécessité de travailler nous-mêmes en interne à ce qu'on avait appelé un plan départemental de sauvegarde. Donc il faut savoir que le plan communal de sauvegarde, ça s'applique aux communes, mais qu'il n'y a pas l'équivalent pour le département, mais que nous, on avait ce besoin d'organiser nos procédures de gestion de crise, etc. Et donc, du coup, on avait identifié une action spécifique qui était relative à la mise en place de cette action. Et on avait aussi une demande forte à l'époque des communes d'étudier la mise en place d'un dispositif d'accompagnement auprès des communes et de conseil pour les accompagner dans l'élaboration en fait, de leurs plans communaux de sauvegarde. En 2009-2010, le conseil départemental a lancé une étude pour essayer de faire un peu le point déjà en interne au sein de la collectivité pour voir de quelle manière était pris en compte le risque inondation par les différentes directions. Et puis, on a lancé à cette même époque le dispositif de suivi du plan bleu. Donc, chaque année, on faisait un point sur les actions menées par les acteurs en matière de politique de l'eau en général et en matière de prévention des inondations également. Et en fait, on s'est aperçu en 2010 que finalement, les communes, les acteurs, etc., remontaient très peu d'actions en lien avec la prévention du risque inondation. Donc on avait une ou deux communes qui nous parlaient des plans communaux de sauvegarde, mais alors les autres, c'était le silence complet. Du coup, on s'est demandé si les communes avaient bien perçu le fait que la question du risque inondation faisait partie intégrante du plan bleu. Si elle n'avait pas perçu que ça faisait partie du plan bleu, ça pouvait expliquer en fait le manque d'action en lien avec la prévention des inondations. Ou est-ce que c'était parce que finalement, peu de communes faisaient de choses en lien avec cette question-là ? Et donc du coup, on a souhaité en fait un peu creuser cette question-là. Et donc en 2010-2011, on a lancé en fait un chantier plan bleu inondation. On avait perçu qu'il y avait un enjeu très fort sur le territoire, et donc du coup qu'il fallait vraiment travailler sur le sujet. Et donc le département a fait notamment le choix de dédier des moyens à l'animation de la politique départementale. En l'occurrence, c'est mon poste, où je fais à peu près à mi-temps de l'animation en interne au sein du département et à mi-temps de l'animation des acteurs donc autour de ce chantier plan bleu inondation. En 2012, on a mis en œuvre les premières actions dans le cadre du chantier plan bleu. Donc ces premières actions, ça a été de commencer par faire un peu le tour des popotes. Donc on est allé à la rencontre en fait des communes pour voir qu'est-ce qu'elles faisaient en matière de prévention des inondations. On a organisé en 2012 un premier exercice interdirection au sein du conseil départemental. Donc c'est la première année où on s'est mis en situation, par exemple, d'activer une cellule de crise. Et puis cette même année, on a profité du Festival de l'eau pour aller sensibiliser le grand public au risque d'inondation. Lors du comité de suivi du plan bleu en 2012, donc ces comités de suivi ils sont tous les ans au mois de décembre, lors de l'atelier, on a organisé en fait un atelier risque inondation spécifique. L'idée était de pouvoir identifier des pistes de travail collaboratives avec l'ensemble des acteurs. Et donc là, ce qui est remonté très fort dans cet atelier, c'était la nécessité de travailler sur la gestion de crise. Et pour l'ensemble des acteurs, c'était vraiment la priorité numéro 1.
en fait, nos partenaires, les communes, les opérateurs, etc., souffraient d'un manque d'espace d'échange. On n'avait pas de réseau, on n'avait pas de lieu pour partager les expériences. Et donc, du coup, ils exprimaient ce besoin-là. Et ils exprimaient aussi la difficulté à élaborer le volet inondation de leurs plans communaux de sauvegarde. Donc, certaines communes avaient déjà travaillé sur leurs plans communaux de sauvegarde, mais n'avaient pas traité la question des inondations parce que c'est assez complexe. Il faut avoir besoin d'informations, de données d'entrée, de connaissance de l'aléa, de connaissance des enjeux. Et donc, du coup, elles n'arrivaient pas en fait à rentrer sur ce volet spécifique du PCS. Et donc, du coup, on s'est concerté avec la préfecture du Val-de-Marne et donc nous avons décidé en fait de mettre en place un dispositif d'accompagnement des communes. Donc l'idée c'était de pouvoir lancer un cycle de rencontres trimestriel avec des rendez-vous réguliers qui porteraient spécifiquement sur l'élaboration du volet inondation des plans communaux de sauvegarde. Donc ce cycle de rencontres visait en fait 3 objectifs. Le premier, c'était de faciliter l'appropriation et contribuer à la montée en compétence des acteurs concernés, de faire émerger une dynamique de territoire et donc que l'ensemble des communes, des opérateurs se mettent à travailler sur le risque inondation et pour les communes se mettent à travailler sur leur plan communal de sauvegarde. Et donc l'idée c'était aussi de pouvoir aboutir à des plans de communaux de sauvegarde qui soient opérationnels pour pouvoir développer des réflexes efficaces. Enfin, c'est ce qui a été un petit peu abordé dans la présentation précédente. Et donc du coup, c'est les 3 objectifs que poursuivent en fait notre cycle de rencontres trimestrielles. Si on a choisi l'entrée PCS, c'est parce qu'il y a plusieurs raisons. Donc, la première, c'est le PCS est obligatoire pour un certain nombre de collectivités du département du Val-de-Marne. Donc on a 24 communes pour lesquelles c'est obligatoire au titre des inondations de la Seine et de la Marne et 2 communes qui sont concernées par des crues de Lierre. Le PCS, ça nous permet aussi d'aborder de nombreuses problématiques. Donc, ce n'est pas seulement l'organisation de gestion de crise, c'est aussi tout ce qui est en lien avec la prévision des crues, avec la connaissance de l'aléa et du phénomène climatique qui va générer des inondations, les impacts sur le territoire, donc ça fait le lien avec la vulnérabilité des communes, la problématique des continuités d'activité et tout ce qui est lié à l'information de la population et à la communication. Donc on a de nombreux partenaires qui sont susceptibles en fait, de participer à ces cycles de rencontres trimestrielles. Donc même si on est sur le volet inondation des plans communaux de sauvegarde, il faut savoir que l'ensemble des opérateurs de réseau, que ce soit ERDF, les producteurs d'eau potable, les télécoms, etc., sont associés en fonction des problématiques abordées lors des rencontres trimestrielles, donc sont invités à participer à ces grands rendez-vous. Donc on a un format qui est variable en fonction des problématiques traitées. Donc on peut avoir des réunions plénières au cours desquelles on va donner un certain nombre d'informations. On a également des ateliers de mise en pratique pour simuler des mises en situation. Donc à cette occasion, on fait des petites mises en situation. Et donc l'idée, c'est à la fois d'apporter en fait des éléments méthodologiques sur le comment faire, comment s'organiser, des éléments de connaissance sur l'aléa, etc. Et on essaie aussi, autant que faire se peut, de faciliter les témoignages pour animer la mise en réseau des acteurs. Donc on a eu 6 ou 7 rencontres jusqu'à ce jour organisées. Donc la première rencontre, ça a été de présenter en fait les différents dispositifs de gestion de crise. Donc ça fait le lien avec la question, la remarque qui a été formulée tout à l'heure sur le qui fait quoi. Donc à cette occasion notamment, on a présenté l'ensemble des dispositifs existants et notamment des niveaux de gestion de crise des services de l'État. Donc que fait la préfecture, que fait la zone, que fait le département du Val-de-Marne, le service de prévision des crues, etc. Et puis, on a travaillé aussi sur des éléments de connaissance par rapport au scénario de crue. Donc, quand on dit un scénario R06, grosso modo, ça parle à personne à part les familiers de ces scénarios. Et donc, du coup, on a fait de la pédagogie pour expliquer, en fait, ce que c'était que ces fameux scénarios de crue. Et donc, du coup, maintenant, je pense que
ça parle un peu plus à tout le monde. Donc voilà. Donc ça, c'était vraiment une première rencontre sur de la méthodologie. La deuxième rencontre, c'était les questions de la prévision jusqu'à l'alerte des populations. Donc tout ce qui était veille, exploitation des bulletins de crues, etc. Parce que alors c'est pareil, ça peut être obscur parfois les scénarios de crues, mais apprendre à déchiffrer un bulletin Vigicru, c'est aussi pas forcément donné à tout le monde. Et donc du coup, là, on a fait de la pédagogie pour essayer de comprendre en fait le bulletin de Vigicru et de se dire quel impact ça veut dire pour mon territoire. On a travaillé aussi sur le dispositif de mobilisation interne de la collectivité et notamment sur l'organisation de gestion de crise à mettre en place et sur la problématique de l'alerte des populations. La rencontre numéro 3 a porté plutôt sur l'organisation de gestion de crise à proprement parler au sein de la commune. Donc, c'était le poste de commandement communal. Donc là, on a eu une partie de la rencontre qui était sur de l'information et de la méthode et une partie qui était sur tester le fonctionnement d'un PCC. Donc on a en fait organisé une mise en situation et donc il y avait quelqu'un qui jouait le maire, quelqu'un qui jouait le responsable de pilotage de la cellule de crise et des personnes qui étaient affectées dans différentes cellules, communication, prise en charge des populations, etc. Donc là, on a bien briefé les communes sur l'organisation de gestion de crise et ensuite on leur a dit il faut les amener progressivement à aller vers les exercices. Et donc là, on a souhaité en fait donner de la méthode sur comment on construit en fait un exercice inondation. Donc on est allé sur une méthodologie beaucoup plus simple que celle présentée par le SIAGE juste avant. On voit dans le témoignage du SIAGE que c'est vraiment des professionnels en fait, de la gestion de crise et des personnes qui sont rompues à l'organisation d'exercices, que ce soit la préfecture ou le SDIS, qui ont bien cette méthode en tête et ça peut en fait faire peur aux communes. Donc nous, on leur a présenté une méthodologie, j'ai envie de dire, un peu simplifiée pour leur dire, voilà, grosso modo, sur une demi-journée, comment on écrit un scénario, etc. Qu'est-ce qu'il faut prévoir, effectivement, quelqu'un qui anime, etc. Et donc du coup, on a fait un exercice sur table sur la conception d'un exercice. Et puis enfin, on a fait la rencontre numéro 5 qui était sur des retours d'expérience. Donc là, on a beaucoup insisté sur le retour d'expérience. Pourquoi, en fait ? Quels sont les objectifs, les enjeux, etc. Parce qu'un exercice sans retour d'expérience, c'est un peu dommage, en fait. Et du coup, comme c'est toujours très riche, il faut aussi avoir un peu de méthode pour organiser les retours d'expérience. Et donc là, on avait des témoignages de communes qui avaient élaborer leur PCS et des retours d'expérience de communes qui avaient participé à des exercices inondations. Enfin, la dernière rencontre, c'est celle qu'on a organisée au mois de décembre. Donc là, ce qu'on voulait, c'était aller vers la notion de plan de continuité d'activité, puisqu'on a parlé beaucoup de plans communaux de sauvegarde, et donc on a beaucoup travaillé dans ce cadre l'organisation de gestion de crise. Mais en fait, finalement, avec les communes, on a peu parlé des enjeux de la continuité d'activité. Donc dans les missions communales, il y a des choses qu'il faut continuer à organiser, qui vont être à organiser en parallèle de la gestion de la crise à proprement parler. Ça peut être la gestion de l'état civil, par exemple, ce genre de choses. Et donc, du coup, on voulait amener les communes à réfléchir sur le sujet. Et donc là, en fait, on a, c'est pareil, rappelé les enjeux de cette continuité d'activité. Le plan de continuité d'activité, comment on construit un plan, qu'est-ce qu'on y met, etc. Des témoignages toujours et des retours d'expérience. Et donc, on a aussi profité de cette rencontre pour j'ai envie de dire, bien remotiver les communes sur leur participation à l'exercice Sequana, puisque l'exercice Sequana a été joué vraiment dans la durée. Et donc, du coup, ça nous permettait d'aborder ces questions de plan de continuité d'activité. La prochaine rencontre, qui aura lieu au mois de juin, sera l'occasion de présenter les nouvelles cartographies réalisées par les services de l'État. Donc là, c'est vraiment de la nouvelle donnée, de la nouvelle information qu'on va pouvoir donner aux communes. Et donc, du coup, ça reboucle avec les premières rencontres qu'on avait organisées où on présentait les scénarios 2012. Donc là, l'idée, ça va être de présenter les nouvelles cartographies pour que les communes puissent en fait actualiser les informations contenues dans leur PCS. Et en fait, c'est important cette notion de
de cycle et de boucle, parce que du coup, le PCS, c'est vraiment un outil qui est vivant et qu'il faut faire vivre. Et donc là, ça va être l'occasion, en fait, pour les communes qui ont déjà des PCS depuis plusieurs années, de procéder à l'actualisation de ces informations et de redynamiser, en fait, le dispositif en place au niveau du suivi du PCS. Donc une fois qu'on a bien préparé nos communes à se lancer dans des exercices, du coup on les a associés à proprement parler à des exercices. Donc c'est plutôt des exercices qui sont sous pilotage de la préfecture. Donc je vais passer la parole à mon collègue Pascal Vidot, qui va en fait vous présenter la manière dont les communes ont été associées à différents exercices dans la continuité de ces ateliers. Bon, j'espère que j'arriverai à être aussi précis et concis que Melinda. Alors, donc le titre, c'est vraiment les actions dans le prolongement du cycle de rencontre. Pour être plus précis, c'est vraiment une démarche, des démarches qui se nourrissent les unes avec les autres, c'est-à-dire tout ce qu'on a mis en place de la préfecture au niveau du CSA, du cabinet depuis 2013, c'est vraiment des choses qu'on a pu mettre en place grâce également à ces rencontres trimestrielles. Parce que je pense qu'il y a une notion importante dans le sujet de l'inondation comme de la gestion de crise. C'est vraiment l'idée de travailler en réseau et en partenariat avec les différents acteurs. Surtout sur un sujet aussi complexe que l'inondation. Parce que ce qu'on découvre avec bonheur dans l'inondation, c'est que dès qu'on commence à progresser dans notre connaissance, on découvre d'autres problèmes où on n'a pas forcément de réponse, où on a besoin d'autres personnes. Donc c'est vraiment une démarche, je pense, participative où on travaille vraiment en réseau. Donc au niveau de ce premier tableau, c'est simplement pour montrer la démarche de la préfecture avec des cibles et des différents acteurs et différentes personnes sur lesquelles on doit réussir à atteindre des objectifs avec des moyens de mise en œuvre et des effets. Donc des attendus naturellement au niveau du travail du cabinet par rapport à notre corps préfectoral, c'est de pouvoir lui fournir des aides à la décision. Des aides à la décision pour pouvoir prendre les bonnes décisions stratégiques au moment donné. Donc on voit sur l'inondation, surtout sur une crue de type Seine-et-Marne, Lierre dans la région, on sait qu'on a un délai de 2-3 jours pour pouvoir prendre des actions. On va avoir un début d'action, c'est ce qu'on a vu pendant Sequoia, c'est que le début de la crue, on va dire sur l'entrée du territoire, on a des premiers effets. Et à partir du mercredi, du jeudi, on avait quand même déjà des impacts très importants sur le territoire, avec notamment des coupures de ponts. Donc on a des délais de réaction très courts, de pouvoir prendre les décisions pour pouvoir maîtriser la situation. Au niveau des services de l'État, mais c'est valable aussi sur les autres acteurs, c'est vraiment avoir une connaissance mutuelle. Ce que me disait M. Quérault, savoir qui va agir par rapport à telle situation, quelle est la marge de manœuvre et vraiment le pouvoir de décision de chacun. Les acteurs clés, et là on devrait mettre en premier lieu naturellement les collectivités, notamment naturellement les communes. On parle d'autonomie parce que vraiment, un des enjeux qu'on voit sur le sujet d'inondation, c'est la fameuse loi de modernisation de sécurité civile de 2004, où on a dit que chacun est acteur de sa sécurité. On a vraiment dans la démarche de l'inondation et les rencontres trimestrielles, c'est aussi un des leviers qui nous a permis d'aborder ce sujet, c'est qu'une fois que chacun connaît le sujet et chacun commence à voir les actions qu'on peut mener, chacun après à son niveau, un niveau de responsabilité et de compétences. Donc c'est naturellement les services de l'État, au niveau de la préfecture, on va devoir prendre des décisions et agir. C'est les services de secours, notamment la BSPP. Mais au niveau des mairies, effectivement, outre le rôle d'alerte à la population, il y a un certain nombre de choses, d'actions qu'on peut mettre en place et qu'on doit mettre en place. Et on atteint ce niveau d'autonomie, naturellement, que si on a une connaissance assez fine du sujet. Et une fois qu'on a dépassé cette sensibilisation, naturellement, le seul moyen de mettre en œuvre tout ce qu'on a pu apprendre et tout ce qu'on devra mettre en œuvre, c'est faire des exercices. Et c'est le seul moyen véritablement de voir si tout ce qu'on a mis en termes de planification ou d'organisation de gestion de crise est véritablement opérationnel et réaliste. Parce que la limite de la planification et de la préparation, c'est bien ça, c'est d'avoir établi des scénarios et se rendre compte le jour de la situation qu'on n'est pas prêt. Pour un exemple très concret, ce qu'on disait donc par rapport... j'ai oublié votre nom.
Loïc, c'est concrètement, en début de gestion de crise, on peut simplement être impacté et se retrouver sans possibilité d'action, simplement parce qu'au niveau du standard, on n'a pas mis assez de monde, ou simplement on n'a pas assez de ligne téléphonique. Donc c'est souvent, en fait, la difficulté, c'est que tout ce qu'on a pu décider, tout ce qu'on a pu organiser en termes de continuité d'activité notamment, on peut se retrouver être totalement inopérant parce que la machine se bloque pour un grain de sable. Donc les outils de gestion de crise, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup au niveau de la préfecture. Donc les outils, ça peut être simplement une boîte à outils. Donc ça commence effectivement de façon très basique en termes de gestion de crise par un annuaire de crise, savoir qui on appelle et quels sont les différents acteurs. En montant un peu en hauteur, c'est l'organisation des postes de commandement. Et là, il y a un vrai sujet sur les moyens techniques et moyens humains. Donc ce qu'on a vu par exemple dans tout le travail de sensibilisation, c'est que ne serait-ce que la mairie ou la préfecture, c'est en cas d'inondation, est-ce qu'on aura toujours de l'électricité? Et à quel moment on n'aura plus d'électricité? Parce que la vraie découverte sur ces sujets, c'est comme l'inondation. On pense souvent aux zones inondables, et ce qu'on découvre en creusant le sujet, c'est que on perdra de l'électricité très tôt, souvent sur des territoires qui ne sont jamais inondés. Et ce qu'on avait vu en 2014 avec le conseil départemental, c'est qu'une fois qu'on n'a plus d'électricité, on n'a plus d'assainissement. Donc on peut se retrouver totalement inopérant alors qu'on pensait être totalement sauvegardé. Et l'autre vrai sujet, donc les outils de gestion de crise, c'est aussi naturellement tout l'aspect cartographique. Sachant que maintenant il y a des choses de très particulières, c'est que grâce au travail des différents acteurs, et je pense à Adrieux ou aux syndicats, je pense qu'on n'a jamais eu autant de données sur l'inondation, notamment en termes cartographiques. Après, maintenant, la problématique, c'est de savoir quelle carte on va utiliser, à quel moment, et à quel endroit on peut trouver ces informations. Alors, le monsieur du milieu, c'est Sisyphe, j'adore cette image, mais c'est simplement pour dire la bonne nouvelle sur les sujets de gestion de crise en inondation, en fait, c'est vraiment un travail perpétuel. C'est-à-dire une fois qu'on a défini les acteurs et les outils de planification, donc notre fameux classeur PCS, pour parler des communes, le seul moyen de voir véritablement l'opérationnalité des outils, c'est de faire des exercices. Et c'est les exercices plus tout le travail de sensibilisation et de planification, toutes les découvertes qu'on fait au fur et à mesure, et je pense qu'un des vrais sujets actuels, c'est par exemple l'assainissement. Ça va nourrir de nouveau la planification, devrait réadapter tout notre travail de réponse opérationnelle. Donc pour résumer, on sait quand on commence à travailler sur ce sujet, on ne sait jamais quand on finit, ou on finit jamais, comme dit Mélinda. Alors si on reprend un schéma général, donc notre début de travail au niveau de notre partenariat avec le conseil départemental, ça a été en 2013. Et ce travail, ces rencontres ont permis de nourrir, ont été nourries par rapport à différents travaux. Donc de façon très, très haut, on va dire, c'est la stratégie locale de gestion de risque inondation qui définit, qui recense au départ les impacts, les enjeux, et qui définit après des objectifs et des actions au niveau de l'ensemble des acteurs. Ce qui nous a permis, nous, de vraiment définir un cadre d'action pour un exercice cru 2014 en novembre. Et à partir des leçons qu'on a tirées de cet exercice du mois de novembre, qui était strictement départemental sur une partie du territoire, ça nous a permis vraiment de réorienter nos objectifs par rapport à notre participation départementale sur Sequana. Et tout ce qu'on a fait sur Sequana, donc dans le cadre de l'exercice zonal, ça a été aussi en grande partie grâce à l'expérience qu'on a fait en novembre 2014. Que ce soit en termes d'organisation interne de la préfecture, mais également ce qu'on a proposé aux communes. Alors en novembre 2014, on avait 3 grands enjeux, 3 grands objectifs. C'était déjà de faire tout un travail sur la vulnérabilité électrique. Et ça nous a permis, notamment avec ERDF, vraiment de commencer un travail de fond et de partenariat avec eux. Alors à titre d'exemple, ça permet au niveau des communes qui bâtissent sur PCS d'avoir un échange bilatéral avec ERDF. Et ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est le
le vrai plus de ces rencontres aussi, ce qu'on voit nous, au niveau de la préfecture et ce qu'on ressent, je pense, c'est réciproque, c'est que quand on voit à Blon-sur-Seine, maintenant, c'est M. Quérault. Quand on voit Alfortville, c'est M. Brunel. Et dans l'autre sens, quand il voit la préfecture, c'est M. Vidot, M. Usal ou le conseil départemental, Mme Tellier. Et c'est valable également par rapport à des gens comme ERDF. Donc quand on a des demandes concrètes de travail sur les PCS, je veux dire, on gagne beaucoup de temps parce que ce n'est pas simplement une demande officielle qui part par exemple du maire jusqu'à ERDF au niveau de l'organisation régionale. C'est M. Quérault, M. Alfortville avec le fonctionnaire territorial qui contacte la direction territoriale et qui organise un rendez-vous après. Et je pense que ça, c'est en termes de gain de temps et d'efficacité, c'est vraiment essentiel. Le deuxième objectif, donc, c'est intégrer les collectivités, et ça, c'est tout le travail de réalisation des plans communaux de sauvegarde pour véritablement faire un travail opérationnel. Et le dernier objectif, c'était de travailler sur les indicateurs de crise. Alors, les indicateurs de crise, c'est un grand dada de la préfecture actuelle. En résumé, c'est ce qu'on voit, et on l'a vu en novembre 2014, quand on a une véritable crise, le problème n'est pas de manquer d'informations. Je veux dire, surtout maintenant, on a beaucoup plus d'informations et avec les réseaux sociaux, on aura même peut-être la population qui va faire remonter une information, qui va déclarer que sa rue est inondée. Et on constate souvent pendant le déroulement de la crise, c'est que, en fait, au départ, on aura peut-être un manque d'informations et il y a un moment, au niveau du déroulé, on va être, entre guillemets, submergé d'informations. Et l'enjeu, c'est de donner des gabarits pour permettre à la formation de remonter du terrain, donc de la commune jusqu'à la préfecture, jusqu'au niveau zonal, pour vraiment centrer sur ce qui est essentiel pour pouvoir prendre des décisions. Donc ça, c'était la zone d'exercice de novembre 2014. Je vais activer, d'accord. Bon, je vais activer, ok. Je vais être concis. Donc, c'est qu'une partie du territoire a un scénario de 80% de la crue 1910. Et rien qu'en faisant cette zone, on voyait déjà l'impact en termes de travail au niveau de la préfecture. Donc ça, c'est la carte avec l'ensemble des communes joueuses sur l'exercice Sequana. Donc 23 communes, donc, avec la majorité des communes qui sont en zone inondable sur la Seine de la Marne. Donc le premier objectif, c'est de travailler sur la circulation de l'information, donc via un tableau d'indicateurs, en évaluant simplement au départ l'hébergement et l'impact et les besoins. Ce qui nous a permis de faire des points départementaux. Ça, c'était simplement l'impact électrique sur le territoire. On a voulu schématiser par rapport au taux de coupure, sachant qu'on peut avoir une information plus précise. Simplement pour donner des outils décisionnels au corps préfectoral. Deuxième objectif, c'était de permettre de travailler sur les PCA, sachant qu'en fait, la deuxième semaine, on a travaillé beaucoup sur le retour à la normale avec les acteurs, en lien avec les objectifs de la zone de défense. Donc là, c'était l'ensemble des acteurs majeurs qui ont été associés, avec un rôle important du conseil départemental, les services de l'État, et un travail important par rapport au ERDF notamment. Et les joueurs qui ont été associés de façon indirecte, donc les établissements médico-sociaux, c'était 90 établissements médico-sociaux avec notamment tous les EHPAD ou les foyers d'accueil médicalisés qui ont joué en termes de remontée d'informations. Donc le bilan, donc on va le faire, je vais vous laisser la première partie, je ferai la deuxième. Alors le bilan de nos 3 ans de partenariat et des 3 ans de rencontres trimestrielles. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, initialement, on parlait de rencontres trimestrielles, mais en fait, on a dû adapter le timing. Donc avec les moyens humains dont nous disposons, préfecture et conseil départemental, on se limite à 2 rencontres annuelles. Donc finalement, c'est des rencontres semestrielles. En fait, on évalue ces rencontres en faisant remplir à chaque rencontre des questionnaires d'évaluation qui sont renseignés par les participants. Donc il faut savoir qu'on a un bon taux de remplissage de ces questionnaires d'évaluation puisque la condition pour sortir de la salle, c'est effectivement de rendre son questionnaire.
Donc l'idée, c'est de mesurer le degré de satisfaction par rapport à la rencontre, en termes de contenu, d'organisation, etc. Avoir une idée du profil des participants et mieux appréhender leurs besoins. Donc on a souvent en fait une partie sur les propositions de thématiques à aborder lors des prochaines rencontres. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que dans les thématiques qu'on propose d'une fois sur l'autre, du coup on s'inspire des propositions et des attentes et des besoins exprimés par les participants. Donc les points positifs par rapport à ce bilan, c'est une très bonne assiduité des collectivités. Donc on a une participation régulière des communes à ces rencontres. Donc on a des communes qui sont en zone inondable, mais on en a aussi 2 ou 3 qui sont en fait en zone non inondable et qui en fait, elles, travaillent leurs plans communaux de sauvegarde sur tout un tas d'autres risques et aussi sur le fait que peut-être en cas d'inondation, elles seraient sollicitées. On a un bon taux de satisfaction des participants, donc grosso modo, c'est que ça doit répondre aux besoins et aux attentes. On a une grande diversité des participants, donc finalement, même si c'est un cycle de rencontres qui vise principalement les communes, on a en fait des opérateurs qui suivent régulièrement les services de l'État, etc. Et puis aussi, le point positif, c'est la stabilité du partenariat préfecture-conseil départemental. C'est vrai qu'on travaille presque depuis 2013 avec la même équipe. Donc du coup, ça permet aussi de bien cibler, comme le disait M. Vidot, le bon interlocuteur pour aller poser des questions, etc. Alors, les points un petit peu plus mitigés, donc, c'est parfois la difficulté à mobiliser le bon interlocuteur par rapport au thème de la rencontre. Donc, on a des rencontres qui s'adressent de manière non distincte aux techniciens et aux élus. Parfois, c'est difficile de mobiliser les élus quand on aurait besoin d'eux. Voilà, mais du coup, on essaie de travailler sur ce point-là et notamment de réfléchir à imaginer comment est-ce qu'on associe plus fortement ces élus. Parfois, une difficulté à s'adapter à des collectivités dont le niveau de préparation est très hétérogène. Donc on peut avoir des communes qui sont très avancées dans leur PCS, qui ont déjà des diagnostics de vulnérabilité des territoires bien consolidés, et puis des communes qui rentrent dans la démarche, qui ont parfois moins de moyens. Et donc du coup, en fait, notre souci, c'est à chaque fois de nous adapter en fait à cette hétérogénéité intrinsèque de notre public. Et puis souvent, en fait, on a un temps limité, donc c'est vrai qu'on organise des demi-journées donc sur 3 heures. Et donc du coup, parfois, on est un peu ambitieux dans ce qu'on souhaite traiter dans les rencontres. Et donc du coup, parfois, on a un peu le sentiment de manquer un peu de temps, où on déborde, etc. Et ça nous met dans une situation pas très confortable. Néanmoins, on a quand même des effets positifs sur le taux d'approbation des PCS dans le Val-de-Marne. Alors, oui, comme on voit sur le camembert, concrètement, on est passé de 50% de PCS approuvés à pratiquement 70%. Et ce qui est surtout important, je pense, c'est le... Merci Mylène. En 2013, on avait 25% des communes en zone... 25% des communes qui devaient faire un PCS qui n'avaient pas du tout commencé les travaux. Donc après, c'est toujours difficile de connaître la vraie part et la vraie conséquence de ces rencontres trimestrielles, mais quand on voit l'évolution, ça certainement est un des leviers importants. Plus effectivement tout ce travail en partenariat, ce qu'on disait, le fait de faire des rencontres, des rétextes, de permettre aux gens de se rencontrer, de se contacter, d'avoir des contacts avec les gens qui peuvent donner les informations telles que RDF, la DRIE ou la préfecture. Bonjour, Caroline Jérosek, je travaille à la communauté d'agglomération du Pays de Meaux. Je voulais savoir si vous avez un retour d'expérience sur un exercice ou une mise en œuvre d'un PIX. Est-ce que c'est donc un plan intercommunal de sauvegarde? Est-ce que c'est quelque chose que vous conseillez à vos communes, aux communes, voilà. Ou alors est-ce que vous y voyez, vous pourriez percevoir plus de difficultés en matière de gouvernance? Voilà. Nous, pour la préfecture, on n'a pas de retour. Après, c'est via la mise en place de la métropole du Grand Paris avec l'évolution des compétences entre les communes et les territoires. C'est clair que c'est des questions qu'on se pose et je pense que c'est un enjeu pour les prochaines années, justement. Il y a un vrai sujet sur l'articulation après entre le niveau communal, donc le plan communal de sauvegarde,
le plan intercommunal, sachant qu'il y a une responsabilité différente entre le maire et le président du territoire. Donc pour l'instant, je pense que c'est un sujet qui est plus sur la table. Mais ça va être lié après, puisqu'il y a toujours il y a deux niveaux. Il y a le niveau de la réponse opérationnelle et le niveau organisationnel. Donc c'est un vrai sujet. Enfin, on n'a pas... Après, sur le territoire, on est aussi peut-être un peu particulier sur le Val-de-Marne, le fait d'avoir, par les petites couronnes aussi, on est quand même aussi un territoire particulier avec le directeur des opérations de secours qui est le préfet et pas le maire. Donc c'est peut-être une subtilité supplémentaire à intégrer. En fait, on n'a jamais réussi à vraiment faire participer à nos cycles de rencontres les intercos. Pourtant, elles font partie de la liste des personnes invitées. Ah oui. Oui, mais en fait, là, en plus, on est dans les évolutions institutionnelles avec la création des territoires de la métropole, etc. Donc maintenant, c'est plutôt, va falloir aller vers les 3 territoires qui nous concernent pour essayer de les mobiliser sur le sujet. Mais c'est vrai que les communautés d'agglo, en fait, ne se sentaient pas du tout concernées par ce cycle de rencontres, probablement parce que du coup c'est plan communal de sauvegarde et elles n'ont pas d'obligation et elles ne voyaient pas en quoi en fait elles avaient un intérêt à participer. Et donc oui, ça c'était peut-être un point. Voilà. Après, il faut savoir que le département du Val-de-Marne, c'est un petit département, on n'a que 47 communes au total. Donc du coup, la question de l'intercommunalité, elle se gère presque à l'échelle départementale en fait. Juste un petit complément par rapport à votre question. Ce qui est certain, c'est que la responsabilité du maire est toujours engagée vis-à-vis de sa population. Ce qui pose donc la question de quid de la responsabilité dans le cadre de la mise en œuvre d'un plan intercommunal de sauvegarde. Il faudrait peut-être plus l'axer sur la question de la mobilisation des moyens ou de la mise à disposition de moyens. Il peut y avoir sur une intercommunalité des communes qui sont impactées directement par l'inondation, d'autres pas, mais qui peuvent contribuer à accueillir des personnes en difficulté. Il n'en reste pas moins que cette question n'est pas tranchée de qui est responsable. Pour moi, c'est toujours le maire. Effectivement, et la subtilité supplémentaire, c'est quand le maire est sous la responsabilité du DOS, donc du préfet, qui reprend d'une certaine manière la main. Mais le maire est toujours responsable. Donc, il y a une ambiguïté sur ce plan intercommunal de sauvegarde qui, me semble-t-il, reste nécessaire de toute façon pour mieux structurer les moyens, mieux les organiser, mieux les dispatcher, parce que la solidarité entre communes sera de toute façon nécessaire. On imagine bien que dans le cas d'une crue majeure, toutes les communes du département, de la petite couronne, de la grande couronne, seront sollicitées de toute façon pour venir accueillir des sinistrés. Après, je pense qu'il y a peut-être un vrai apport au niveau intercommunauté, c'est en termes effectivement de mutualisation de moyens, parce que tout le travail sur la cartographie ou le recensement des enjeux qui est fait au niveau des communes. Après, sur les départements, on a des communes de taille différentes, entre Ablon et puis Vitry ou Créteil, c'est pas du tout la même taille. Donc ça pourrait me permettre peut-être en termes d'économie de moyens d'apporter un plus pour éviter de refaire 2 fois le même travail, entre guillemets. Et après, on a vu sur le retour à normal ou à phase haute de crue, il y a un vrai enjeu aussi, c'est par rapport à l'avenir du poste de commandement communal. Je pense à des communes comme Alfortvliet qui sont totalement inondées au niveau de la crue 1910. Donc il y a un moment, et ça c'est des réponses, et c'est l'intérêt des rencontres trimestrielles, je pense avec des fonctionnaires ou enfin des techniciens du sujet qui vont vraiment devoir répondre à des questions concrètes. Il y a des vraies questions concrètes, effectivement, pour certains territoires, quand le poste de commandement communal n'est plus disponible et donc ne peut plus faire son rôle décisionnaire, enfin d'accompagnement du maire et de relais par rapport à la préfecture, que devient ce poste? Et peut-être qu'au niveau intercommunal, ce serait peut-être une solution en termes de définition de site de repli. Mais ça, on est vraiment dans des réponses opérationnelles, ce qui, effectivement, après, la question, c'est de savoir comment on le coordonne avec les réponses... Enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, responsabilité vraiment du maire, responsabilité des territoires. Merci. Je vois encore une question. Et puis après, on va passer à la présentation de M. Portier. Merci. Tout simple, c'est presque un rétexte de Sequana. On a été complètement bloqué par rapport aux ordures ménagères.
de par les intercommunalités. Et donc on l'a chanté purement et simplement, ce qui n'est pas normal. On ne savait pas à qui s'adresser avant, pendant, après, et surtout on changeait en même temps de communauté d'agglo qui passait en intercommunalité. Donc c'est un dossier qui a complètement été laissé à l'aventure. Ce qui serait dramatique, les containers sont encore en train de flotter 15 jours après.